Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours et encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la diplomatie avec une lecture entre les lignes de certaines choses qui se disent dans les couloirs. En tant que journaliste, on essaie un peu d'essayer de lire entre les lignes. Aujourd'hui, il y a la nomination de l'ambassadeur du Rwanda au Royaume de Belgique, l'ambassadeur Vincent Karega, qui a suscité plusieurs commentaires, plusieurs écrits et surtout au cours de ces derniers jours, nous avons vu des articles sortis, des déclarations sorties, rien de la part des autorités belges, rien de la part du gouvernement du Rwanda. Mais aujourd'hui, on se demande, y a-t-il des questions à se poser sur, le silence, déjà autour du dossier Vincent Karega. Doit-on s'inquiéter pour ce qui est des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique? Qu'est-ce qui se trame derrière? Pourquoi tout l'engouement qu'on remarque de la part de certaines personnes, et ce, à partir de la Belgique, où nous sommes rejoints par Jean-François Caé. Il est donc ingénieur de formation. Il est également activiste. Il est citoyen belge, activiste notamment contre le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis. Et forcément, il s'intéresse à tout ce qui a à faire avec le Rwanda. Bonsoir Jean-François Caé. Bonsoir, bonsoir Monsieur Saviti. Voilà, dans quelques instants, nous serons rejoints également par Albert Rudatsimburgwa. Il est journaliste, analyste politique que vous connaissez, qui connaît très bien la Belgique, qui connaît très bien l'Europe et surtout qui connaît très bien le Rwanda et tout ce qui a à voir avec le Rwanda ainsi que la région des Grands Lacs. Mais je commence par vous, Jean-François Caé. Il y a quelques semaines que l'ambassadeur Vincent Karega avait été nommé ambassadeur du Rwanda au Royaume de Belgique. Déjà, si on doit faire quelques pas en arrière, comment est-ce que cette nomination, vous personnellement, l'avez perçue? Écoutez, oui, moi personnellement, c'était, je pense, une très bonne nomination, un très haut profil, hein, l'ambassadeur Vincent Karega, qui avait été ambassadeur en Afrique du Sud et puis en RDC. Donc c'était un très haut profil qui je pense, allait faire certainement un bon travail en Belgique. Maintenant, voilà. Visiblement, il a été refusé par la Belgique. Il ne sera pas accrédité si on en croit les informations dans la presse. Et donc, en tout cas, rien n'est moins sûr. Jusque-là, j'en profite pour accueillir Albert Rudatsimburgwa. Albert, bienvenue déjà. Merci. Dans Majuscule Propos, vous êtes un régulier. Albert, tout à l'heure, je posais la question de savoir la nomination de Vincent Karega. Jean-François Caé qui dit que le profil, la connaissance du monsieur auparavant, donc lors de la nomination, ça n'avait suscité aucune interrogation. Pour lui, c'était une nomination normale pour quelqu'un qui va faire son travail. Et Albert, tout d'un coup, il y a eu un silence. Est-ce que y avait-il à se poser des questions déjà au lendemain de sa nomination, comme on s'en pose aujourd'hui? J'en profite aussi pour dire bonjour à Jean-François. Voilà. Voilà. bonjour Albert. Bonsoir. Et je rentre dans la matière là sans. Non, ça va, ça va. Non, je crois qu'effectivement, je dirais qu'il y a plus de questions qui sont maintenant posées, qui sont propulsées pratiquement. Qu'à l'époque de sa nomination. Je veux dire aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Parce qu'encore une fois, c'est pas simplement qu'il n'a pas été accepté, que son accréditation n'a pas été agrémentée. C'est aussi la façon dont nous sommes au courant. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous êtes sur la dimension communication.
Oui, mais parce que justement, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu déjà un message du ministère des Affaires étrangères de Belgique? Non, dans mon introduction, j'ai dit rien du côté Jean-François, je des ne sais pas officiels. si lui a reçu peut-être un Rien. En tout cas, il voilà. peut nous en dire plus. Jean-François, est-ce que tu as reçu une lettre par la poste qui t'a annoncé ça? Non, je ne pense pas que j'aurais dû recevoir une lettre par la poste On ne sait jamais. non plus. Mais en effet, il n'y a eu aucune communication de la part du ministère des Affaires étrangères belge. Il n'y a pas eu de communication ni pour le fait qu'ils n'ont pas accepté l'ambassadeur. Je ne sais pas quelles sont les procédures diplomatiques dans ce cas-là. Mais surtout, il n'y a eu aucune déclaration du ministère des Affaires étrangères suite quand même à cette polémique dans les médias et suite au fait, et je pense qu'on va certainement en parler, à la manière dont ce refus a été communiqué et diffusé dans la presse. Et je veux dire par là le fait que ça a été révélé par je dirais donc son refus, entre guillemets, parce qu'on ne sait toujours pas. Rien d'officiel en tout cas, jusqu'à ce moment. Justement, ma question, justement, c'est là que réside ma question. Ce silence, il présage quoi, Albert? Est-ce que c'est un silence anodin? Ah non, moi je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé et dont je ne crois pas que ça a été préparé. Je ne crois pas qu'au moment où il a été nommé, nommé par le Rwanda et donc proposé pour être à Belgique, je ne crois pas qu'à ce moment-là, il y avait, comme tu l'as introduit au début de l'émission, quelques nuages qui pourraient venir créer un petit orage. Donc non. Évidemment, après, je dirais que la période s'est quand même prolongée d'une façon anormale, je dirais. Alors, le fait même que c'est en plus de cela, Jambo News, qui est un média, qui est quand même un média des milieux proches des génocidaires en exil au Rwanda, enfin, en Belgique. En Belgique, pardon, mais des génocidaires rwandais qui se sont exilés en Belgique. Voilà, et donc je dirais que c'est la next génération de cette idéologie, que ce soit ce média-là qui sort et qui disent non seulement qu'il n'a pas été agréé, mais il donne en plus de cela toutes sortes de raisons. Donc, il donne toutes. Alors, depuis lors, silence complet. Radio. Silence radio. Et ça, je crois, parce que mon interprétation, c'est qu'aussi je crois que les politiciens qui sont responsables de normalement gérer ce genre de choses, je crois que quelque part, ils ont été pris à dépourvu. Je ne crois pas que c'était quelque chose qui avait été organisé dès le départ. Et d'après, et ça c'est aussi, parce que comme je suis invité comme analyste, donc pour pouvoir faire une certaine analyse de la situation, j'ai besoin de données. Et depuis que cette nouvelle est sortie, quand j'ai parlé dans plusieurs milieux à Bruxelles, il y a quand même de tonnes de choses qui circulent là-bas sur pourquoi est-ce que c'est arrivé. Et pour moi, ça m'a l'air d'être des explications plausibles. Justement, on va reprendre un tout petit peu Jean-François Caillé. Jean-François, jusqu'à ce que les grands médias, en tout cas, des références internationales, aient repris l'annonce faite par Jambo News, il l'a dit, Albert. C'est vrai qu'on puisse s'étonner, d'une part, que l'annonce ou que ces médias internationaux reprennent ce que Jambo avait annoncé, mais surtout, on se pose la question, le silence de la part des autorités belges, soit à nier ou à dénoncer ou à commenter quoi que ce soit là-dessus. Est-ce que pour vous, ça vous laisse pas un tout petit peu perplexe ou avec beaucoup d'interrogations?
Oui, oui, si, tout à fait, et pour plusieurs points. D'abord, je pense que moi, je suis un peu du même avis que Albert, c'est que le ministère des Affaires étrangères belge a probablement été pris au dépourvu. La seule communication ou la seule déclaration qu'ils ont fait et qui a été relayée par la presse, hein, donc, qui a visiblement parlé à un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, leur seule réaction a été de dire qu'ils ne communiqueraient là-dessus par voie diplomatique, comme c'est le cas pour ce genre d'affaires. Donc, c'est qu'ils allaient en parler par voie diplomatique. Mais visiblement, cette décision, si elle est vraie, a fuité et les premières communications sont sorties via Jambo ASBL. Alors, par rapport au fait que c'est repris dans la presse belge par les grands médias, évidemment, ça pose question que les grands médias belges, hein, ça a été notamment la Libre Afrique ou Le Vif, je pense, ils ont repris en citant Jambo ASBL comme si Jambo ASBL était ou Jambo News, comme si Jambo News était un acteur médiatique crédible et respectable. Et c'est ça surtout qui pose question, qui moi me dérange en tant que citoyen belge aussi. Vous reprochez quoi à Jambo News, déjà pour notre audience qui pourrait peut-être découvrir et le nom et l'organisation et tout ce qu'il y a autour? Oui. Pourquoi ça ne doit pas être une référence? Ouais. Pourquoi ça ne doit pas être pris comme une référence? Oui. Alors, il faut savoir que Jambo News conteste véhément les accusations de négationnisme dont ils sont l'objet. Mais si on regarde en détail, Jambo News, donc c'est une association de jeunes d'origine rwandaise. Ils sont très actifs, notamment au niveau lobbying politique, mais ils ont un site internet donc Jambo News d'actualité où ils parlent surtout de la région des Grands Lacs. Il faut savoir que si Jambo News réfutent les accusations de négationnisme, hein, ils reconnaissent formellement le génocide contre les Tutsis qui a fait 800 000 victimes selon l'ONU, etc. Ils le reconnaissent, mais si on gratte un peu, on se rend très vite compte que c'est une reconnaissance de façade qui n'a aucun sens, puisque il y a plusieurs arguments. Ils ne reconnaissent aucune planification du génocide, hein, ce serait le résultat d'une colère populaire. Ils ne reconnaissent aucune responsabilité du gouvernement Atabasi et ils défendent une thèse d'un génocide contre les Hutus. Hein, donc voilà. Alors, ils jouent sur les mots en disant qu'ils ne parlent pas d'un double génocide. Il n'y a pas de double génocide, mais il y a eu 2 génocides pour eux. Voilà. Donc on est purement dans la sémantique, etc. Et il y a un autre élément qui est aussi très révélateur, c'est que tous ces membres, pas mal de membres de Jambo ASBL ont des liens avec les milieux, soit ont des aïeux qui ont été condamnés par le TPIR pour génocide ou qui ont des liens avec le génocide. Il y a aussi beaucoup de liens entre Jambo et d'autres associations, notamment le RPPSN de l'avocat Philpo, qui était un avocat de Bagosora, je pense. Association qui considère les condamnés du TPIR comme des condamnés politiques, comme des prisonniers politiques. Donc on voit quand on gratte un peu qu'ils reconnaissent en surface le génocide contre les Tutsis, mais ça ne tient pas la route, ça n'a aucun sens. Alors, déjà, c'est une organisation, ici, Albert, l'intitulé, il s'agit de la diplomatie. Comment comprendre qu'une telle organisation soit reprise ou revienne dans le domaine de la diplomatie? On parle de la relation entre les États. Déjà, c'est quoi l'influence ou l'implication d'une telle organisation
dans toute cette ramification des informations qui sont sorties dans tous les sens liées à la nomination de l'ambassadeur Karega, ou au refus plutôt du Royaume de Belgique de reconnaître sa nomination en tant qu'ambassadeur du Rwanda en Belgique? Bon, de toute façon, comme Jean-François, en fait, l'a dit, ce n'est pas une nouvelle qui est sortie dans Le Soir avec un classique Colette Brackman, ou La Libre, ou De Morgan, ou De Standard. Donc, je dirais que c'est un média marginal. Soyons clairs, c'est un média marginal qui est très ciblé sur une certaine communauté. Tu vois. En plus, il a rappelé, c'est que c'est une communauté qui soutient de toute façon. Ils sont négationnistes, même s'ils voudraient s'en cacher, etc. Mais jusqu'à maintenant, personne, rien au-delà de ça. Ça veut dire que les gens, en fait, cotent Jambo News, etc. Mais jusqu'à maintenant, il y a même encore... au-delà des frontières belges, quand même. Oui, On a vu, même en France et un peu partout. Parce que ça, je veux dire, le Rwanda, ça vend. Hein. Depuis 30 ans, le Rwanda, ça vend. C'est un bon business, parler du Rwanda? Ça fait business? Ça fait du chiffre. Business, je ne sais pas comment on fait du business, mais en tout cas, ça fait du chiffre, ça fait de l'audience, ça fait, vous savez, même le rapport de l'ONU, hein, je veux dire, il y a 1 million de choses dans le rapport, mais on va retenir M23, on va retenir Rwanda. Ça vend, c'est sexy, ça vend. Mais moi, je crois que ce qui est important, avant même qu'on continue à aller chercher là-dedans, moi, je crois qu'il est important de dire au public, si ceci est entériné, quelles sont les conséquences de cela? Je veux dire, parce que là, on va quand même dans... J'appelle ça, on entre dans une saison qui se refroidit entre le Rwanda et la Belgique. Alors que nous n'étions pas spécialement en turbulence. Il n'y avait pas d'animosité. Il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Je dirais que on pouvait annoncer une telle saison, comme vous l'appelez, une saison turbulente. Rien ne pouvait présager à ça. Présager, Or, aujourd'hui, je prétends qu'il y a des politiciens belges qui ont provoqué cela, même si ce n'est pas encore chose, sans état d'âme, sans imaginer les conséquences que ça aura. Parce que peut-être ces politiciens belges-là ont d'autres intérêts, mais je ne crois pas que c'était la politique de ce gouvernement belge-ci. Alors, je vais quand même rappeler, pour que les gens comprennent, c'est que si maintenant Vincent Karega n'est pas agréé en Belgique, je dirais 99, ou je dirais ou en français d'outre 99 chances sur 100, le Rwanda ne va pas nommer quelqu'un d'autre. Et donc va laisser... Parce que dans Jambo News, on entend que la Belgique, c'est la plus grande mission diplomatique pour le Rwanda, c'est important. Moi, je vous dis que normalement, comment je connais ce pays, c'est que le Rwanda ne va pas nommer... C'est à tort qu'il dit ça? C'est à tort qu'il dit ça. Parce qu'ils sont encore belgocentrés, parce qu'ils n'ont pas vu l'évolution depuis 1994 du Rwanda. Et le Rwanda a énormément grandi dans le monde et sur ce continent-là. Je veux dire, donc, créer un problème comme ça aujourd'hui avec le Rwanda, ça n'a aucun intérêt pour le gouvernement belge, ni pour les politiciens, ni pour la Belgique en général. Ça n'a aucun intérêt. Donc, le Rwanda ne va pas nommer quelqu'un d'autre. Donc, pendant tout cela, il n'y aura qu'un chargé d'affaires. Mais ce qui veut dire aussi qu'il y aura une réciprocité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ambassadeur belge est ici au Rwanda, sans aucun problème, tout allait bien, je dirais. Il va finir à un certain moment son mandat, et la Belgique devra nommer un autre ambassadeur. C'est là que va intervenir où vous présagez que le principe de réciprocité... Ils peuvent amener Saint-Nicolas ou le père Fouettard comme ambassadeur, mais le Rwanda va dire, nous n'allons pas accréditer. Donc, ce qui veut dire que cette période va encore se rallonger.
Et en tout cas, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de qui que ce soit. Jean-François Caillé, est-ce que vous voyez, tout de même, c'est vrai qu'il y a un silence, et tout à l'heure je disais que est-ce que c'est un silence anodin si ce que les médias ont annoncé qu'il n'y ait aucune réaction, est-ce que nous sommes dans le principe de qui ne dit mot consent? Est-ce que si les autorités belges, si la classe politique belge ne réagit pas, c'est le principe de qui ne dit mot consent? Je ne sais pas, et franchement, c'est difficile à dire. On pouvait se poser la question pourquoi l'accréditation de l'ambassadeur Vincent Karega proposée par le Rwanda prenait si longtemps. Je pense qu'il a été annoncé au mois de mars, donc ça durait déjà depuis fort longtemps. Maintenant, il y a eu d'autres soucis au niveau politique belge qui ont peut-être retardé les choses. Donc là, ça durait déjà fort longtemps. Maintenant, le silence actuel du ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas, c'est un peu difficile d'interpréter. Est-ce que ça veut dire qu'en effet, il confirme les raisons qui ont été invoquées, qui ont été annoncées par Jambo News pour son refus, ou est-ce qu'ils n'ont peut-être pas encore pris de décision? C'est difficile à dire. Je ne sais pas. Ce que j'imagine de toute façon, c'est qu'ils sont très embêtés par cette sortie, parce que ça fait un peu tâche, soyons clairs, pour le ministère des Affaires étrangères belge, que cette information-là sorte par une association, enfin sorte comme elle est sortie dans la presse. Je pense qu'ils sont plutôt embêtés par la situation aujourd'hui. Mais tout de même, on parle de l'association. Vous et Albert, vous l'avez présenté déjà les membres de l'association. Vous en parlez un peu de manière générale. Mais Jean-François, vous êtes sur place en Belgique. De toute façon, c'est des gens connus qui s'expriment dans la presse. Est-ce que doit-on dire que quand même tenir une telle information qui soit reprise par des médias aussi bien en Belgique qu'en international, c'est une information de la première main, comme on dit. Et qui sont ces gens pour dire, OK, ils peuvent vraiment aller puiser à la vraie source et la vraie information? Qui sont ces gens déjà? Ont-ils un certain lien proche avec le milieu de la politique, de la diplomatie en Belgique? Alors, des membres de Jambo SBL est depuis fort longtemps très actifs au niveau lobbying politique en Belgique. On l'a très bien vu lors de plusieurs épisodes en Belgique, notamment les élections communales en 2018, où 3 membres de Jambo SBL se sont présentés sur les listes communales. Notamment le président de Jambo SBL qui s'était présenté comme tête de liste à Saint-Georges-sur-Meuse pour le parti Défi, et qui a été, une fois que le parti a été alerté du fait qu'il était membre de Jambo SBL, il a été éjecté du parti. Mais une autre membre de Jambo SBL, Loroas, a elle été élue en Flandre pour le CDNV. Il était question aussi qu'elle siège au Parlement flamand, ce qui visiblement ne s'est pas encore fait. Donc il y a des liens entre Jambo ASBL et les politiques, et ils sont fort actifs au niveau lobby, et on sait qu'ils ont des contacts avec certains politiciens. Donc ça pose évidemment la question, quand on voit l'information qu'ils ont sortie ici sur la nomination de l'ambassadeur, est-ce qu'ils ont des liens réellement au niveau du ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'ils ont réellement des liens qui leur auraient permis d'avoir cette information-là avant qu'elle ne soit officialisée, ou pire encore, d'influencer certains politiciens, de faire du lobby pour influencer cette décision. Alors j'avais parlé de 2 épisodes. Il y a eu aussi un autre épisode qui était la commission Congo, la commission décolonisation, une commission parlementaire en Belgique, où là,
un des experts proposés pour la commission a été de nouveau Laure Oase, ce qui a été qui a suscité des protestations de la diaspora rwandaise en Belgique, des protestations d'Ibuka. Et malgré cela, son parti, le CDNV, l'a défendu bec et ongle, et elle a siégé dans la commission d'experts de la commission Congo. Albert, je voudrais réagir. Oui, j'aimerais, tout d'un coup, il y a Congo qui revient. Déjà, on sent que l'association a quand même des ramifications au niveau de la classe politique en Belgique. Ça, c'est indéniable. Oui, mais je crois qu'il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. OK. Je dirais que Jean-François, peut-être, ne touche pas immédiatement sur ce chose. Il parle des éléments, mais comment est-ce que tout cela fonctionne? Donc, je crois franchement que le fait que ça a traîné, c'est comme disait aussi Jean-François, c'est que même le ministre était dans des eaux troubles dans ces jours-ci. Ils avaient d'autres problèmes à régler, issus de leur propre politique intérieure et étrangère, bien entendu. Mais je ne vais pas aller là-dessus. Donc, ce que moi je vois, c'est que, comme il dit, c'est que les membres de cette communauté-là, qui sont liés aux génocidaires, qui sont liés aux FDLR aujourd'hui, etc., se retrouvent dans des partis politiques et certains se retrouvent donc dans ces instances comme le Parlement et tout ça. Or, quand un ministère comme les Affaires étrangères va agréer un nouvel ambassadeur, ça passe par un certain... Ça passe non seulement au ministère, mais ça va aussi au Parlement. Voilà. Donc, là, c'est pour ça que je dis, pour moi, on peut même oublier Jambo maintenant, parce que parlons maintenant du fait que ça s'est fait. Parce que le fait qu'ils n'ont pas encore démenti, pour moi, c'est que c'est vrai. Donc, je veux dire, il n'y a pas de démenti, en tout cas. Il n'y a pas de démenti officiel. Donc, voilà. Donc, on ne va pas... Jusqu'à maintenant, les gens ne cotent que Jambo, parce que c'est les seuls qui l'ont sorti. Mais Jambo l'a sorti parce qu'ils ont ouï dire de qu'est-ce qui se passe. Donc, et pour cela, il a fallu que quelqu'un ait briefé les gens au Parlement et au Sénat. Mais comme Jambo l'a dit, la Libre pouvait bien reprendre, le Soir pouvait bien le reprendre. De où? Mais quand même, de où? Ils ont des réseaux aussi d'information. Mais ce n'est pas une question de réseau. C'est pas une question de réseau. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, c'est resté entre politiciens, entre gens qui sont dans ces institutions. Ils ne se sont pas adressés à la presse. C'est pour ça que je dis, je crois que maintenant, les gens... Bon, premièrement, il faut aussi rappeler une chose, au fond. Le public doit savoir qu'il y a une convention de Vienne qui régularise les relations diplomatiques et le protocole et tout ça. Article 4, deuxième paragraphe, c'est que le pays qui doit agréer un ambassadeur n'a aucune obligation de dire pourquoi il ne l'agréerait pas et où s'il ne l'agrée pas. C'est dedans. Donc la Belgique, jusqu'à maintenant, jouait Convention de Vienne, sans aucun problème. Et jusqu'aujourd'hui, il la joue, parce qu'il n'y a que Jambo qui l'a sorti. Donc, il s'est passé quelque chose. Et moi, je crois qu'il faut parler de ce qui s'est passé. Et ça, c'est lié au Congo, effectivement. Moi, je crois que c'est là que j'aimerais bien qu'on puisse parler. Parce que tout à l'heure, Jean-François Caillé, il a touché le Congo, parlé de la commission déjà, mais tout de même, lorsque on voit, justement, on a parlé des médias internationaux qui ont repris l'annonce de Jambo. Mais également, de l'autre côté de la frontière, on a repris... oublions ça. Non, ça a sonné... non, pour certains, en tout cas, ça a sonné comme une sorte de victoire. Évidemment. Diplomatique, entre guillemets. Évidemment, tout à fait. Voilà, maintenant, comment dissocier les choses? Écoute, moi, je ne peux pas dissocier. Ça veut dire, vous ne pouvez pas dissocier? Mon analyse, c'est la suivante. C'est entremêlé, c'est entrelié? Absolument. Mon analyse est la suivante. C'est que, de toute façon, on sait très bien
que certains politiciens, et surtout dans des instances comme le Parlement, etc., déjà le Parlement européen, on connaît. Donc, certains politiciens s'accordent bien avec les petites valises qu'ils reçoivent. Donc, la théorie... Non, Albert. Attendez, mais enfin... Nous parlons des élus du peuple. Mais attends, mais tu n'as pas... comment elle s'appelle Antenna ou attends, moi il faut que j'aille sur Twitter pour voir. Il y a tout l'Iran Gate au Parlement européen, les descentes chez la secrétaire de... Comment elle s'appelle cette parlementaire? Ici on parle quand même des élus du peuple. Non, attends, soyons clairs. Des hommes, femmes intègres. Non, ça, écoute, ne retournons pas à l'école, c'est avec Saint-Nicolas et le petit bonhommé, petit lapin, tout ça, Calimero. Non, la vraie vie. Je veux dire, les politiciens... On parle de la vraie vie, je parle aussi des vraies valeurs, Albert. Non. D'un parlementaire, d'un élu. Non. Tout ça soyons clairs, c'est de la théorie tout cela. Jean-François, d'ailleurs, tu pourras me dire si je me trompe. Donc, il y a eu X scandales dans les parlements de gens qui mangent des bribes, comme on dit en anglais. Ça veut dire que la politique des petites valises, ça veut dire que je viens et vous influencer un dossier. Eh bien, ici, d'après mes oreilles sur le parterre là-bas, c'est qu'à Kinshasa, on a déboursé de grosses valises, pas des petites valises, de grosses valises qui permettent à un ancien politicien, un ancien ministre belge, de pouvoir, avec ça, commencer à faire son lobbying à l'intérieur pour que, et dans le ministère, et dans le Parlement, en fait, on dise non à Karega. Et ça, pourquoi? Soi-disant parce qu'en fait, je veux dire, jusque-là, je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à Karega, hein, parce que Karega avait une simple, je dirais, carrière de magistrat dans plusieurs pays, et ça n'a aucun problème. Or, le Congo a commencé toute une histoire comme quoi il aurait nié le génocide au Congo, etc., et qu'il aurait soutenu le M23. Or, en fait, qu'est-ce que voulait le Congo? C'était se débarrasser du Rwanda. C'était Karega qui était ambassadeur, donc c'est lui qui est... Peu importe l'ambassadeur qui serait en place. C'était le Rwanda qu'on visait, de toute façon. Peu importe. Voilà. Que ce soit Karega ou pas. Voilà. Donc, Karega en tant que tel, aujourd'hui, le fait qu'il n'a pas été accepté par la Belgique joue le même jeu. Ça veut dire que, en fait, les Belges doivent comprendre que l'interprétation, c'est que comme il n'y a rien à reprocher à Karega, professionnellement, c'est un refus du Rwanda. Ils sont rentrés dans les mêmes pas. Et ça, je ne crois pas que c'était une politique décidée déjà dès le départ. Je crois que c'est le fruit de ce genre de lobbyisme qui ont été financés. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi? Parce que la coïncidence veut aussi qu'après cela, dans les milieux congolais, à Bruxelles, les gens étaient au champagne. Les gens étaient au chaud, ça veut dire... Ça a été fêté, Oui. Donc, dans certains... On a arrosé la nouvelle? Absolument. Avec le meilleur champagne, avec le meilleur chose. Ça veut dire que l'ennemi congolais, les Belges sont avec nous. Donc, c'est ça le problème. C'est ça, tout ce... je veux dire, et les conséquences qui vont en suivre, bien entendu. Jean-François, Albert parle bien de milieux qui se sont réjouis de la nouvelle annoncée, pas aussi de manière officielle jusque-là, parce qu'on rappelle à notre audience, parce que officiellement la Belgique ne s'est pas encore prononcée là-dessus, mais tout de même on s'interroge sur le silence radio autour du dossier Karega. Et aussi, est-ce que Albert, il parle des communautés africaines, congolaises et une autre partie des Rwandais vivant en Belgique qui ont célébré, qui ont pris ça comme une certaine victoire. Est-ce que, au niveau de la société belge, de manière générale, est-ce que c'est une question qui intéresse vraiment les gens? Est-ce que ça fait écho au niveau de la société? Les gens parlent?
Honnêtement, si on parle de la société belge en général, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le belge moyen, je pense pas que c'est une nouvelle. C'est plutôt un non-événement. On parle d'une nomination d'un ambassadeur, mais je pense pas que ça intéresse grand monde en Belgique. Maintenant, pour revenir sur ce qu'Albert disait, sur le lien avec le Congo, je pense que le lien est indéniable. Si cette décision est en effet réelle, le lien avec le Congo semble tout à fait évident, puisque Vincent Karega était l'ambassadeur en RDC et que la Belgique, au niveau diplomatique, c'est ce que je peux imaginer, a probablement voulu ménager et éviter de mécontenter Kinshasa en nommant l'ambassadeur qu'eux avaient expulsé comme ambassadeur en Belgique. Et comment comprendre, par exemple, qu'on puisse, peu importe ce que Kinshasa ait reproché à Karega à l'époque de son mandat en tant qu'ambassadeur à Kinshasa, qu'est-ce que cela a à voir avec la Belgique et les relations entre le Rwanda et la Belgique, par exemple, pour qu'il y ait une telle influence? La Belgique essaie toujours, c'est ce qu'on voit dans les relations, la Belgique a donc le Congo qui a des relations avec le Congo et avec le Rwanda, et la Belgique, c'est un peu une tradition belge, essaie de garder l'église au milieu du village et de ne fâcher personne. Quand la ministre des Affaires étrangères a été dans la région des Grands Lacs, elle a été à Kinshasa et à Kigali, c'est ce qu'elle a dénoncé. Elle a eu une parole pour le Congo et une parole pour le Rwanda, mais sans prendre une position. Donc ils essaient d'un peu ménager les relations avec les deux. Et donc cette décision de ne pas accréditer Vincent Karega me semble pour moi une décision qui est faite pour essayer de ne pas fâcher Kinshasa. Mais si c'est le cas, ça me semble quand même très maladroit vis-à-vis de Kigali. Est-ce que tout à l'heure Albert évoquait un futur qui risque d'être obstrué par un tel dossier? Êtes-vous également du même avis? Avez-vous des inquiétudes? Y a-t-il des questions aujourd'hui qui ne trouvent pas de réponse et qui risqueraient de trouver des réponses alors qu'il pourrait être tard? Je pense qu'Albert a probablement raison. Et en diplomatie, il y a le principe de réciprocité. Donc, si cette non-accréditation est confirmée, il y aura certainement une période de froid dans les relations diplomatiques. Maintenant, est-ce que ça pose réellement un problème à la Belgique? Est-ce que la Belgique a des dossiers sur le feu vis-à-vis du Rwanda? J'en ai pas vraiment l'impression. Il n'y a plus de tontons, il n'y a plus de tantines belges qui se retrouvent en Afrique comme avant les années 90, je dirais. Avant, les Belges avaient un lien avec l'Afrique. Je crois, à part Matongé, je crois qu'il n'y a plus grand-chose. C'est vraiment plus les politiciens, mais pas l'audience belge, je dirais l'opinion publique belge. Je ne crois pas qu'ils sont... voilà. Tandis que, donc aujourd'hui, c'est comme il a dit, c'est un non-événement, le fait que pour le public belge. Maintenant, pour la classe politique, c'est différent. Parce que, je veux dire, il faut dire aussi que, dans mon analyse, enfin, dans ma perception des choses, la classe politique belge a un problème même de comprendre comment une entité comme le Rwanda, depuis... Une ancienne colonie, disons les choses... C'était un protectorat. Un protectorat, c'est très important. Bien sûr, quand même, on parle protectorat, bien sûr, quand même. Ça, ce sont des appellations. Non, ce n'est pas des appellations. Non. Parce que je veux dire, aller chez un juge et dire que des choses, ce sont des appellations, ça ne marche pas comme ça. C'est très important. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas subi le protectorat. Ça, je ne pouvais pas le contester. Mais il y a une différence entre une colonie et un protectorat. Oui, bien sûr. La différence entre le Congo et le Rwanda. Le Congo, d'ailleurs, c'est pour ça que... Mais avoir hérité du territoire rwandais après la guerre mondiale... Permets-moi de te dire que c'est pour cela qu'il y a un plus gros lien entre Bruxelles et Kinshasa qu'il y a entre Kigali
Parce que le Rwanda n'a jamais été belge. Tandis que le Congo c'était le Congo belge. Et donc aujourd'hui, il y a un lien, je veux dire, imaginez-vous que même quand le roi Léopold est venu rendre visite à Kinshasa, avoir un président... Le roi Philippe. Le roi Philippe. Le roi Philippe. Vous parlez récemment? Oui, j'ai dit. Non, c'est le roi Philippe, voilà. Le roi Baudouin, c'est... Ah oui, pardon, c'est ma génération. Donc voilà. Voilà. Et là, le roi Philippe, merci. Voilà, le roi Baudouin, c'était à l'approche des indépendances. Oui, voilà. C'était ma génération, donc voilà. Donc, quand le roi Philippe est venu, entendre le président d'un pays, qui était le président du Congo, qui dit, vous savez, mon autre Congo, c'est la Belgique. Vous voyez le lien qu'il y a entre les... Donc, ça n'existe pas entre le Rwanda et la Belgique. Ceci dit, je veux dire, le Rwanda, aujourd'hui, c'est un pays qui compte. Je veux dire, en tout cas, c'est un pays partenaire. C'est pas simplement, mais c'est un partenaire potentiel. Mais je veux dire, la Belgique qui pourrait avoir toute une avance sur tellement d'autres joueurs s'il considérait le Rwanda à son juste poids, à ce juste intérêt. Mais je veux dire, aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier... C'est ce qu'on disait, Albert, jusqu'à ce jour, quand même, il y avait une telle relation de respect mutuel, d'entente mutuelle. Je dirais que la Belgique est restée très, très timide. Le respect, enfin, en tout cas, la relation était de loin meilleure aujourd'hui qu'elle l'était en 1994, par exemple. Mais elle est restée timide. Je crois qu'il y a un problème enfin, mais il y a moins d'intérêt aussi, parce que les Belges ne voient qu'une petite taille, mais ils ne voient pas encore maintenant tout le potentiel de ce que fait le Rwanda. Et le fait que le Rwanda le fait avec la France, qu'il le fait avec la Grande-Bretagne, je veux dire, même aujourd'hui, même les États-Unis, hein, qui croyaient qu'ils pouvaient venir ici et prendre quelqu'un comme ça parce qu'ils sont les États-Unis, que même eux ont dû dire, OK, parlons, causons. On veut le Sabadina, s'il vous plaît, on en a besoin pour des affaires intérieures. Et que le Rwanda dit, vraiment, maintenant, si vous commencez à causer, on peut causer, tu vois. Donc, je veux dire, avoir le petit pays là, le petit... Est-ce que vous êtes dans l'optique du regard paternaliste, parfois que les anciens colonisateurs ou appelons ça comme vous voulez, vous avez parlé de protectorat, colonie et tout ça. Est-ce y a-t-il encore ce regard-là paternaliste qui puisse aussi enchaîner certains individus? Je ne parle pas de tout un système politique, mais certains individus sont-ils encore enchaînés par ce regard paternaliste par rapport... Certainement, parce que, mais il y a moins d'intérêt en général, parce que avant les années 60, ou avant les années 90 plutôt, par exemple, la Belgique avait des projets ici, etc. C'était leur petit jardin qu'ils entretenaient. On avait des Rentjens et des Verlinden et toutes ces histoires-là. Maintenant, c'est impossible dans le Rwanda. Mais il y a en général... des projets politiques? Je dirais... non, mais le problème, c'est que je crois que la Belgique a beaucoup plus un regard maintenant sur soi que sur le reste du monde, certainement sur l'Afrique. Mais je suis sûr que le Congo, ça c'est différent, parce que ça a été leur Congo. Et jusqu'à maintenant, je veux dire, même les Congolais les prennent comme les Noko. C'est leur tonton, c'est leur tantine. Donc ils ont une autre relation qui fait que... Mais, pour revenir au point du jour, je crois qu'ici, ce sont certains politiciens. C'est Arena, la dame dont je vous parlais. La députée. La députée européenne. Oui. Donc, voilà. Attention, Albert. Hein. Oui. Arena n'a pas reçu de valise jusqu'à preuve du contraire. Non, c'est sa secrétaire. C'est sa secrétaire qui les a eus. Non, mais non, ce que je veux dire... Elle n'est pas écoutée. Non, mais ce que je veux dire,
S'il n'y a pas de fumée sans feu, on est d'accord. Je veux dire que les politiciens en général, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Je veux dire, en Europe aussi, cette pratique de petites valises, ça fonctionne. Je veux dire, heureusement qu'on ne sait pas ce que contiennent ces valises. Hein. Ben, on s'en doute, mais ce qui compte... Heureusement qu'on ne sait pas ce que contiennent ces valises. Mais quand bien même... N'est-ce pas, Jean-François? Mais quand bien même, il faudra qu'on m'explique comment, pourquoi, dans quel intérêt. Tout d'un coup, on a une décision que personne ne veut même, dont personne ne veut prendre la responsabilité, assumer. Tout d'un coup, ça devient un dossier chaud. Personne ne veut en toucher, personne ne veut en parler. Pourquoi tout un tabou? Pourquoi tout un silence? Parce qu'il y a une sorte d'omerta autour... Non, mais le problème, si ça a été fait, pourquoi? Pourquoi refuser Carrega? Quelle serait la raison politique pour la Belgique de dire on ne veut pas Vincent Carrega comme ambassadeur du Rwanda en Belgique? Pourquoi? Moi, je ne vois que des petites valises, les mecs. C'est ça mon... Jean-François, on s'achemine un tout petit peu vers la fin de notre émission. Est-ce que, comme l'intitulé de l'émission, vraiment, des questions qu'on se pose aujourd'hui, avons-nous des raisons de s'inquiéter de ce silence? Est-ce qu'il y a encore moyen, on peut imaginer que certains politiques au niveau de la Belgique puissent sortir du craquant ou soit d'une certaine influence des individus? Des raisons de s'inquiéter. Aujourd'hui, si cette non-accréditation de l'ambassadeur est confirmée, voilà, la Belgique devra faire face à la réciprocité probablement du Rwanda, mais au niveau politique en Belgique, au niveau politique vraiment, moi je ne vois pas en tout cas l'intérêt d'une telle décision. Par contre, ce que ça a mis à jour, c'est les liens entre les politiques et une organisation qui devrait être infréquentable en Belgique. Et donc, c'est ce que ça révèle en fait, que des liens entre une association comme Jambo SBL et les politiques et la presse, ça c'est ce qui est pour moi le plus inquiétant. Et c'est ce qui m'inquiète en tant que citoyen belge, d'avoir une association qui défend avec des idées pareilles, qui a entre guillemets droit de cité, quoi. On peut faire la comparaison. Si on transpose l'association de Jambo à l'Allemagne nazie, hein, où on aurait des enfants de dignitaires ou de ces milieux-là qui reconnaissent la Shoah, mais qui ne reconnaissent pas les responsabilités, qui ne reconnaissent pas qui prennent les condamnés de Nuremberg pour des condamnés politiques, etc. Mais ça ferait un scandale incroyable en Belgique. On ne peut même pas s'imaginer, ça n'existerait pas. Alors pour vous, le fait que déjà une telle organisation, on puisse lui prêter des oreilles, un certain crédit pour vous, il y a des raisons de s'inquiéter qu'une telle organisation occupe autant de place, autant d'importance? Il y a des raisons de s'inquiéter, oui, que la presse les considère comme une organisation crédible, qui peut leur apporter des informations, oui. Et surtout, s'il y a des liens entre les politiques et que cette organisation a eu des informations via des politiciens, là, on a de réelles raisons de s'inquiéter, ouais. Alors Albert, pour terminer, est-ce que y a-t-il une lueur d'espoir, ou y a-t-il un point ou deux points qui puissent permettre à dire ok, on peut toujours se ressaisir dans l'intérêt de tout le monde? Est-ce qu'on peut éviter à ce que certains intérêts puissent venir omnibuler les relations entre deux États souverains? Ça c'est vraiment beaucoup plus haut que ma fiche de paie à moi, hein. Je veux dire, mais ce genre de choses se résout
effectivement dans les couloirs diplomatiques. S'ils en voient l'intérêt, ils chercheront à se le montrer. Mais en tout cas, la situation actuelle n'est dans l'intérêt de personne. Non, et c'est pour ça que je crois que, en tout cas, ni moi ni d'autres gens n'ont vu venir ce genre de choses. Je veux dire, je crois que le Rwanda et la Belgique ont beaucoup plus d'intérêt à avoir une relation ensemble. Maintenant, si le Congo met le poids de dire c'est moi ou personne d'autre et que la Belgique se laisse aller là-dedans et ne montre pas une certaine indépendance politique vis-à-vis de ça, je dirais que ça devient maintenant un problème interne aux politiciens belges. Maintenant, ce n'est pas simplement qu'on a donné du crédit à Jean-Bou, mais le fait que les politiciens donnent accès à ce genre d'organisation, comme dit Jean-François, qui serait comme si c'était les héritiers des nazis, ce sont les héritiers des nazis rwandais, des nazis tropicaux. Et je crois que, de toute façon, la Belgique a beaucoup plus intérêt à être un partenaire fiable avec un pays comme le Rwanda aujourd'hui, qui est beaucoup plus une solution qu'un problème, tandis que le Congo, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Albert, si je peux ajouter quelque chose. 10 secondes. Oui, 10 secondes. C'est que si cette décision est vraie, je ne vois pas ce que la Belgique a à y gagner, mais en tout cas, on ne voit pas non plus ce que le Rwanda a à y perdre. Je ne m'inquiète pas pour le Rwanda. Je pense que le Rwanda n'a pas besoin de la Belgique pour continuer son développement, et donc ça ne va pas, même s'il n'y a pas d'ambassadeur en Belgique, s'il y a réciprocité, je vois mal comment ça influencerait même négativement le Rwanda. Donc ça ne va pas empêcher le Rwanda de continuer à avancer comme il avance. En tout cas, merci beaucoup Jean-François Caillé pour ces précisions et surtout pour votre disponibilité en plan week-end. Merci également à Albert Datsimbourgois pour votre contribution à l'émission. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, Chema Blaise et tout le monde derrière la caméra. Grand merci à vous, le public. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule Propos.